Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous avons un petit peu de retard dans le site rep. Hein. On est le Oui, 29 janvier, c'est le 33e qui aurait dû normalement être enregistré vendredi dernier, mais on doit signaler à tous ceux qui nous regardent, nos vidéos spectateurs et spectatrices, que un câble internet qui passe dans la Méditerranée, sauf erreur, a été endommagé et vous avez subi une tempête, donc des conditions climatiques un peu exceptionnelles, ce qui fait que les connexions internet ont été sensiblement réduites et donc inefficaces et donc compliquées pour réaliser un site rep à ce moment-là. tout à fait. Tout à fait. Il y avait des problèmes avec Internet, des problèmes avec Skype. Donc, on a dû renoncer à ce site web et puis envoyer quelques informations par écrit. On peut demander à tous ceux qui nous suivent et qui écoutent régulièrement les sites web de nous excuser pour ce retard qui est complètement indépendant de notre volonté et qui a été imposé par des conditions extérieures, climatiques, objectives, je peux dire, qui étaient très dures. Donc maintenant, ça reprend et puis nous espérons, nous voilà à nouveau à votre disposition. Merci Essar. Alors, nous allons Donc, commencer ce site rep par un préambule hein, que vous souhaitiez comme introduction hein, au site rep. C'est toujours le sujet oui, comment je dirais, qui nous importe parce que c'est quelque chose qui est malheureusement récurrent à cause de la vie des Palestiniens euh, donc soumis à l'apartheid israélien. Et vous vouliez commencer en particulier pour ça, de parler de la situation de la jeune adolescente Hared Tamimi. en fait, en réalité, je voudrais affirmer et réaffirmer, comme je le fais toujours, notre solidarité avec le peuple palestinien qui subit effectivement non seulement toutes les exactions et l'apartheid israélien, un État fasciste, raciste, qui impose qui impose aux Palestiniens une vie absolument insupportable, qui envahit les maisons, qui détériore les cultures, qui détruit les maisons sur la tête de ses habitants. Aujourd'hui, il s'attaque de manière très systématique aux enfants, aux jeunes adolescents, qui, eux, cherchent effectivement à vivre la tête haute et complètement fiers d'eux-mêmes, cet occupant israélien qui cherche à les humilier, à les tabasser, à les maltraiter, les emprisonner, en faisant fi de toutes les lois internationales qui interdisent effectivement de s'en prendre aux mineurs et puis surtout de les maltraiter et de les emprisonner. L'État d'Israël, ce n'est pas nouveau pour lui, et il s'assoit sur toutes les lois et codes internationaux, aussi bien de la guerre que de l'occupation, des droits de l'homme, etc. Malheureusement, Israël est toujours soutenu par les États-Unis, soutenu par l'Angleterre, soutenu par la France et tous les pays occidentaux qui sont ses alliés systématiques et qui interviennent pour empêcher toute sanction contre cet État qui n'en est pas un, qui est un État d'occupation illégal, illégitime, et qui impose sa loi par la force et de la terreur, du fer et du feu. D'accord. Voilà. Donc nous condamnons cet État.
Alors nous entrons dans le vif du sujet qui est le site PrEP proprement dit. Oui. C'est la situation depuis quelques jours, hein, même plus d'une semaine. C'est quand même orienté vers une nouvelle phase de la guerre contre la Syrie, puisque nous avons certes des avancées, c'est même, il faut insister sur ce fait-là, des avancées spectaculaires de l'armée syrienne, hein, que ce soit du côté d'Arasta, que ce soit du côté de l'enclave d'Idleb, du gouvernorat d'Idleb, hein, où les opérations militaires syriennes sont, les opérations militaires syriennes sont spectaculairement efficaces. Mais on a aussi, il faut le souligner, en même temps une invasion de l'armée turque soutenue par des anciens miliciens de l'ASL. Hein. On les reconnaît d'ailleurs sur certaines vidéos par ce fameux drapeau, cet infect drapeau de l'ancien protectorat français avec ses 3 étoiles rouges et sa bande noire, blanche et verte. Et là, je crois qu'il faut quand même se pencher sur ça d'une manière plus, je dirais, plus étendue, parce que c'est très important. Hein. C'est une invasion qui, en d'autres temps, aurait suffi pour déclencher une guerre généralisée dans le secteur. Hein. Effectivement. Alors, d'abord, je voudrais souligner l'avancée et les victoires de l'armée syrienne et ses alliés, aussi bien donc depuis déjà un an la libération d'Alep et la réunification de la ville d'Alep, il y a un an et un mois exactement. Et il y a 2 mois, la libération de la ville de Deir ez-Zor, qui sont aussi des libérations complètement spectaculaires, sachant que les pays occidentaux qui soutiennent les terroristes qui étaient nichés dans ces villes, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les soutenir et ils ont quand même été défaits. La libération de la ville d'Al-Mayadin, de la ville de Abu Kamal, ont été effectivement des points de non-retour et des victoires très importantes et spectaculaires pour l'armée syrienne. Je voudrais ajouter aussi le fait de libérer 55 000 km² de la steppe pendant les mois d'été où la température était plutôt proche de 50 et 60 degrés à l'ombre, qui est donc une température qui est très difficile à vivre. Et l'armée syrienne a réalisé cet exploit de libérer donc toute cette partie de la steppe, et a pu rejoindre, malgré les interdictions entre guillemets américaines, a pu rejoindre la frontière irakienne et l'armée irakienne de manière à sécuriser la frontière syro-irakienne totalement du côté de Tanf jusqu'à Deir ez-Zor pratiquement, qui a été complètement sécurisé des 2 côtés. Donc d'un côté l'armée irakienne, de l'autre côté l'armée syrienne. L'armée irakienne et ses alliés, Al-Hashd al-Sha'bi, et de l'armée syrienne et ses alliés, qui sont les différentes forces populaires de défense civile, et aussi le Hezbollah, qui se bat aux côtés de l'armée syrienne. Donc ces victoires spectaculaires n'ont fait qu'enrager ceux qui soutiennent les terroristes, mais en arborant quand même un masque de lutte contre le terrorisme, qui sont les forces de la coalition, les armées de la coalition, je peux dire, qui se sont mis à bombarder les villes syriennes, enterrant les civils sous les décombres, donc les villes du gouvernorat de Raqqa. Je rappelle quand même que Raqqa a été totalement détruit par les bombardements de ces armées de la coalition.
dite coalition pour combattre le terrorisme, mais en fait, ils étaient là pour combattre la population civile et détruire tous les monuments et la richesse historique et civilisation, la civilisation de la Syrie. Ça a été complètement détruit à Raqqa. Plus de 3600 personnes ont été tuées dans la région de Raqqa et dans la région de Deir ez-Zor et les régions est de Deir ez-Zor. Encore tout dernièrement, qui sont occupées aujourd'hui par des Américains, pardon? Oui, encore tout dernièrement, il y a eu un bombardement de la coalition US sur Deir ez-Zor, faisant beaucoup de victimes. Hein. Absolument, tout à fait. Il continue et il dresse des bases américaines qu'ils prétendent pour le combat de Daesh. Et Trump ose déclarer Daesh n'est pas fini en Syrie, nous resterons tant que le gouvernement de transition ou la transition politique n'est pas faite. Donc c'est annoncer qu'ils sont là et qu'ils sont là pour prolonger au maximum la guerre en Syrie, pour prolonger au maximum cette agression, alors que de toute façon leur présence qu'ils prétendent, même s'ils prétendaient lutter contre les terroristes, c'est une présence illégale, sans aucun mandat international, sans aucune coordination avec l'État syrien. Donc, c'est vraiment une agression caractérisée en bonne et due forme, une violation de la Charte des Nations Unies, une violation du droit des peuples à disposer de leur pays et d'eux-mêmes, et une violation de la souveraineté de la Syrie, clairement. Donc, c'est une agression caractérisée qui doit être traitée et sanctionnée comme telle par le Conseil de sécurité et par les Nations Unies, en exigeant d'abord la sortie express, je peux dire, de toute force américaine de la Syrie, d'un côté, et puis de l'autre côté, des sanctions contre les Américains, contre les États-Unis, qui violent systématiquement le droit international. Alors, ça, c'est du côté de Deir ez-Zor, mais de la même manière du côté de Al-Tanf, qui est une base qui est exactement sur le triangle des frontières qui relient la Syrie à l'Irak et à la Jordanie, oui. Et pas loin du camp Al-Raqba, un camp de réfugiés que les Américains ont transformé en vivier de recrutement pour ce qu'ils appellent leur force de défense de la Syrie nouvelle. Voilà. Et donc, ils sont en train d'entraîner, d'enrôler de force des gens de ce camp dans leur camp d'entraînement pour les transformer en terroristes qui vont en Syrie faire des opérations et qui s'attaquent à l'armée syrienne. D'ailleurs, excusez-moi, Essar. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire au sujet de ce camp de réfugiés de Al-Rukban, c'est que les Américains sont continuellement mis en cause par Moscou pour des blocages constants de l'apport des besoins alimentaires, des besoins humanitaires, des convois humanitaires de l'ONU qui sont continuellement stoppés, qui n'accèdent pas à ce camp de réfugiés qui contient, d'après les informations, entre 50 et 60 000 réfugiés. Exactement, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ils exercent sur eux un chantage absolument hideux et inhumain. Justement, ils veulent les affamer
à condition qu'ils reviennent, qu'ils puissent coopérer avec eux, en fait, avec les Américains, donc contre leur propre pays. C'est une pratique complètement criminelle et justement on peut se demander où se trouvent les forces de l'ONU et même l'observateur des Mistura qui est toujours aveugle comme par hasard sur tous les crimes qui sont commis aussi bien par les terroristes et que par tous ceux qui les soutiennent, entre l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Angleterre, la France, et qui soutiennent clairement les terroristes, mais aussi la Turquie qui les soutient et qui continue à alimenter en armes et en hommes les terroristes d'Al-Nosra qui sont dans la région d'Idlib. Alors, ça, c'est un point donc, que je dénonce très violemment et qu'il faut que la communauté internationale dénonce et applique des sanctions contre les États-Unis qui sont là. De l'autre côté, alors si on va vers le camp, vers la région d'Idlib, on est en train de parler à la fois de l'avancée de l'armée syrienne, mais aussi des réactions comment dire, hostiles en face. Alors, l'armée syrienne a libéré plus de 140 villages, villes et fermes du gouvernorat d'Idlib, mais aussi a libéré des villages du gouvernorat de Hama nord-est et d'Alep sud, oui. Est, sud-ouest et sud-est. Ce qui fait en fait que tout ça englobe effectivement le gouvernorat d'Idlib et toutes ces parties ont été libérées par l'armée syrienne, donc qui a repris le contrôle de ces villages qui sont sous la houlette des terroristes depuis plusieurs années. Ça, c'est un point très important et crucial, c'est la libération de l'aéroport d'Abu Drour, oui. dans le gouvernorat d'Idlib, qui a été libéré il y a exactement 2 jours. Alors, si vous me permettez, ça, avant que vous c'est quelque chose de stratégique, en fait. C'est une victoire stratégique. Je vous en prie. Oui. Alors d'abord, est-ce que vous me confirmez que des informations très récentes indiquent que des fausses communes de soldats syriens assassinés par les terroristes ont été apparemment découverts à Boudour, justement. Et pour se rendre compte de l'étendue de l'offensive... Tout à fait, acharné. Oui. Pour se rendre compte de l'étendue de l'offensive syrienne, il faut savoir que l'armée syrienne, en fait, refermait une poche qui est énorme, hein, qui est constituée d'à peu près 1200 km² de surface, dans lesquels on trouve plusieurs groupes terroristes, en particulier les restes de Daesh, hein, et puis du Front al-Nosra. Donc là, il va y avoir une bataille qui ressemble étrangement à celle qu'on a eue du côté finalement d'Abou Kamal, hein, et de Deir ez-Zor, c'est-à-dire qu'il y a un encerclement stratégique du sud-est de l'enclave du gouvernorat d'Idlib, qui est quand même une grosse partie de la zone occupée par les terroristes. Hein. Tout à fait. Alors d'abord, effectivement, c'est un charnier important a été découvert à Abu Drour. La plupart sont des soldats qui étaient la garnison de l'aéroport, qui se sont battus jusqu'au dernier
pour éviter que les terroristes ne prennent l'aéroport, donc il y a 3 ans. Les fouilles, en fait, les corps qui ont été retirés montraient qu'il y a eu aussi des exactions importantes contre eux, des têtes coupées, des tortures, etc. Donc ça, c'est une horreur. Oui. Et tous ces soldats, et ces héros, je peux dire, qui se sont battus pour continuer à défendre cet aéroport. Effectivement, l'aéroport a été complètement repris et sous le contrôle de l'armée syrienne il y a 2 jours. Il est d'une importance stratégique parce qu'à partir de là, l'armée peut s'attaquer à l'ensemble du gouvernorat d'Idlib et à l'ensemble des secteurs autour qui sont encore occupés par les terroristes. Ces différentes bandes terroristes sont Al-Nusra d'abord, avec laquelle la Turquie a pactisé complètement et a réarmé et a réorganisé. Oui. Le fameux groupe dont Laurent Fabius disait qu'il faisait du bon boulot. Hein. Je fais une petite parenthèse pour rappeler, je dirais, l'implication d'un certain nombre de politiciens français dans cette agression contre la Syrie. Hein, parce que il faut quand même désigner, je dirais, ceux qui sont partie prenante dans cette affaire. Hein. Tout à fait. Et donc, il y a Al-Nusra, il y a Noureddin Zenki, il y a l'armée du Turkménistan, qui sont des Ouïghours chinois qui sont d'origine Turkménistan. Oui. Turkmène. L'armée turque a fait une incursion importante aussi du côté de la ville de Afrin, où Erdogan, comme par hasard, après avoir rencontré Macron, et tous les deux ont décidé de mener cette offensive, manifestement. Erdogan affirme qu'il va s'attaquer à Afrin, à Manbij, et il veut aller rejoindre tout le côté est des villes de Kobani, etc. Donc en fait, c'est une offensive turque d'envergure. Encore une fois, je peux dire, c'est une agression en bonne et due forme qui a été dénoncée. D'ailleurs, les 2 agressions américaines comme turques ont été violemment dénoncées par l'État syrien, ont exigé effectivement qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité et qu'il y ait un retrait immédiat de ces troupes agressantes ou agressives contre la Syrie, qu'elles se retirent immédiatement, et que toutes ces bavardages autour du fait qu'ils veulent lutter contre le terrorisme, ils sont en train de lutter, ils sont en train d'exterminer des citoyens syriens, puisque pour eux le terrorisme, les terroristes, ce sont les Kurdes. Les Kurdes sont des citoyens syriens d'abord, et tous ces villages et toutes ces villes sont des villes syriennes et des territoires syriens. C'est clairement d'ailleurs qu'ils sont en train d'agresser la Syrie et de violer sa souveraineté. Un point important, il y a eu une déclaration d'une grande partie des Kurdes, parce que les forces syriennes kurdes qui sont soutenues par les États-Unis ne comportent qu'une petite minorité des Kurdes et une petite minorité de tribus
que les Américains disent ce sont des Kurdes, les Kurdes qui veulent une séparation, qui veulent un État, etc. En fait, le projet est un projet américain qui veut créer une partie ou un État dans une partie de la Syrie. Comme par hasard, c'est la partie la plus riche en pétrole, Oui, bah oui. qui est la nord-est de la Syrie, qui prétendent être le projet kurde. Or, la majorité des Kurdes syriens n'ont absolument aucun projet et ils l'ont déclaré de manière complètement publique. Ils ont dit qu'ils n'avaient absolument aucun projet de se séparer de la Syrie, qu'ils sont sous la comment dire, ils relèvent de l'État syrien, ils affirment leur loyauté à l'État syrien et demandent à l'armée syrienne d'intervenir pour les protéger. Donc dans la ville de Afrin, c'est le cas, et dans pas mal de villes du nord de la Syrie qui sont pas seulement kurdes, il y a toujours la même mosaïque qui est dans toute la Syrie, dans ces villes. Il y a beaucoup d'Arméniens, il y a beaucoup de Tcherkesses, on est tous des Syriens de toute manière, et les Kurdes font partie intégrante de ce tissu du peuple syrien, de ce tissu syrien qui est varié et très uni. Donc l'existence de certains qui trahissent et qui s'allient aux Américains ou qui s'allient aux autres, aux terroristes, non, rien, ça n'empêche pas le fait que c'est quand même les Kurdes font partie de la Syrie et n'ont absolument pas de projet kurde de séparation, comme voudraient d'ailleurs leur faire dire les Américains. Voilà. Donc dans ce travail, je peux dire, alors la Turquie prétendait appliquer les accords d'Astana, puisque à Astana, la région d'Idlib était déclarée comme une région d'abaissement de tension, une zone d'abaissement de tension, et que il devait y avoir des forces de surveillance des forces de surveillance iraniennes, turques et russes. Or, les Turcs sont entrés carrément avec des chars et une véritable armée d'invasion, et qui a apporté des munitions et des forces supplémentaires aux terroristes d'Al-Nosra. Ils les ont réorganisés et ils leur ont redonné aussi des renseignements, et ils continuent à les diriger à partir de leur table d'opération. Donc aujourd'hui, effectivement, cette incursion militaire turque est une agression en bonne et due forme et caractérisée de la Syrie, qui voit sa souveraineté violée encore une fois par les Turcs. Et nous exigeons effectivement que le retrait soit immédiat de toutes les forces turques de la Syrie, et que aujourd'hui on est en droit de nous défendre. L'État syrien est en droit de défendre son territoire, sa population et tout son pays. Donc il se pourrait qu'il y ait une confrontation très violente entre les deux armées si la Turquie ne revient pas à la raison. D'ailleurs, je pense même que effectivement les pressions russes vont dans le sens de cette solution, c'est-à-dire une solution qui va vers le retrait de la Turquie. D'ailleurs, Essar, si vous me permettez, il faut quand même
jeter, comment je dirais, un regard plus précis sur ce qui se passe à Afrin, hein. Y a pas mal de gens qui se disent mais comment se fait-il, les Syriens ne se défendent pas, c'était le cas pour les multiples agressions de l'aviation israélienne contre la Syrie. Et puis, eh bien, c'est aussi la question de l'intervention possible de l'armée syrienne du côté d'Afrin. C'est-à-dire que on a la particularité que une partie des Kurdes d'Afrin, même s'ils sont minoritaires, sont des miliciens soutenus par les Américains qui ont refusé à l'armée syrienne et à Damas de recouvrer sa souveraineté sur cette zone-là. Et donc Damas a quelque part, je dirais, laissé ses Kurdes fidèles à Washington, affronter tout seul les forces turques, mais ça n'a pas quand même empêché Damas de menacer l'aviation turque, d'abattre les avions dans le cas de bombardement de cette zone, hein. Mais on constate en ce moment qu'en fait il y a quand même une résistance de ces miliciens kurdes pro-américains à Afrin, puisque l'armée turque semble avoir des difficultés à résoudre son offensive contre ces Kurdes-là. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la Turquie, elle est aussi sujette à comment dire, elle est dans la contradiction même, et dans une sorte de piège, je peux dire, du côté des Américains d'un côté et du côté des Russes de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que les Américains, la Turquie n'apprécie pas du tout que les Américains soutiennent les Kurdes et leur donnent des munitions, des armes, etc. Et puis même les aident en renseignement et en logistique et en bataille, je peux dire, en ordre de la bataille. De l'autre côté, la Turquie, donc, elle essaye de s'éloigner des États-Unis, mais quand même, de l'autre côté, la Turquie est un pays important de l'OTAN. Oui. Et a aussi en son sein les plus grandes bases américaines, la base américaine Incirlik, qui donne donc plusieurs bases américaines sont importantes. Incirlik, oui. Donc effectivement, la Turquie est très partagée et puis elle essaye de jouer sur différents fils, je peux dire, et sur différentes cordes. Oui. De l'autre côté, les relations amicales, entre guillemets, entre la Russie et la Turquie sont importantes puisque les échanges économiques sont les plus importants. La Turquie tient quand même à cette relation avec la Russie puisqu'elle est vitale pour elle, et vice versa, je peux dire. L'introduction de la Turquie dans le processus Astana n'était pas pour rien, puisque dans ce processus, la Turquie est devenue garante des terroristes. C'est-à-dire que c'est une garante de la cessation d'hostilité des terroristes et de l'abaissement de leur alimentation en armes, en finances et en hommes. N'empêche quand même que tous ces terroristes, ils sont venus en Syrie à travers la Turquie. Ils sont pas venus par des parachutes, ils sont pas venus ni par la mer, ils sont passés par la Turquie. Donc là aussi, la Turquie, par rapport aux pays européens, elle est aussi en situation très compliquée puisque c'est un pays qui a été vraiment la plaque tournante de tous les terrorismes, mais d'un autre côté, qui a aussi attiré tous les réfugiés. Oui. Et ils ont cherché à jouer
avec l'Europe en faisant le chantage aux Européens, soit vous payez, soit je vous envoie tous les réfugiés que j'ai chez moi. Et donc, c'est toujours la menace des... Donc, en fait, aujourd'hui, la Turquie, elle est en train de jouer sur différents tableaux. Du coup, elle se retrouve, à mon avis, très tôt ou tard, ils vont se retrouver seuls et obligés de composer effectivement avec la Russie et avec la Syrie, de manière à ce que les terroristes puissent, de manière à ce qu'elle arrête de soutenir les terroristes, puisque en plus, il y a un plan qu'on a aussi dont on n'a pas parlé, c'est le fait qu'à l'intérieur, la Turquie devient explosive, puisqu'elle est devenue pratiquement la prison, la plus grosse prison de tous les des avocats, la plus grosse prison des journalistes, hein, et la plus grosse prison de tout. Ils ont fermé aussi toutes les agences de presse, etc. chez eux. Il y a vraiment le nombre de personnes qui ont été licenciées, emprisonnées, écartées, aussi bien de l'armée que des professeurs d'université, que des juges, que des avocats, etc. Donc, elle est aussi bouillonnante à l'intérieur et je pense que tout ceci joue contre Erdogan. Oui, à un moment ou à un autre, oui. Moi, je pense que cette situation elle ne peut pas durer comme ça et elle va générer une situation peut-être plus saine et plus correcte pour la Turquie, qui va finalement pencher du côté de ses intérêts immédiats, c'est-à-dire les intérêts avec les voisins, les intérêts avec les voisins dont la Syrie, et les intérêts avec la Russie, qui est aussi un grand voisin, et un grand avec lequel elle traite de toute manière, et avec lequel il y a le plus grand échange. Nous n'avons pas parlé non plus du rôle de l'Iran par rapport à la Turquie. Les échanges aussi économiques entre l'Iran et la Turquie sont très importants. Et donc, il y a aussi une relation très importante entre les deux. Et on peut dire que les Iraniens peuvent aussi faire pression contre la Turquie. Maintenant, et enfin, pourquoi la Syrie ne réagit pas tout de suite? Parce que la politique syrienne dans les réponses, la Syrie étudie ses réponses et en stratégie militaire, c'est pas une question d'action et de réaction. Donc l'idée, c'est toujours nous répondons quand on a décidé de répondre. Et la riposte, elle est toujours cinglante, mais on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui choisit le moment où il veut. C'est nous qui choisissons le moment de la riposte. Donc en fait, c'est vrai, on l'a vu aussi à plusieurs reprises par rapport à Israël, lorsqu'il y a eu des attaques ou des violations israéliennes, aussi bien du ciel de la Syrie et des bombardements. Les réponses ont été faites, mais Israël n'en parle pas. Mais il y a eu des ripostes cinglantes, certaines, pour d'autres il n'y en a pas, mais qui se font attendre. Et elles viendront inévitablement au moment où l'ennemi s'y attend le moins. C'est ça la vraie stratégie militaire. Donc voilà. Et c'est ce que la Syrie applique. Aujourd'hui, je peux dire que à Idlib, la situation mûrit et elle va dans le sens, effectivement, où les forces kurdes qui sont de très bons combattants, et qui sont aujourd'hui soutenus par les États-Unis, ils finissent par les États-Unis les larguent, puisque je rappelle quand même que récemment Trump a dit que de toute façon il arrêtait de soutenir et d'alimenter en armes les Kurdes pour plaire à Erdogan.
de toute manière. Donc, ils vont se retrouver complètement abandonnés de la part des Américains et combattus par les Turcs. Donc, la seule voie possible, c'est de se retrouver dans le sein de la patrie, de la mère patrie, Syrie, pour se défendre. D'accord. Alors, Essar, il y a quand même un volet assez triste qu'il faut, dont il faut parler, puisque les attaques terroristes se poursuivent malgré tout, de moins en moins violentes, en tout cas de moins en moins, comment je dirais, souvent. On a deux cas particuliers dont dont vous m'avez parlé juste avant le Citrep et dont je vais parler maintenant, qui sont ces attaques terroristes à Rasta, qui s'est soldée par une violente contre-attaque syrienne qui a fait regretter certainement les terroristes d'avoir joué sur les voitures piégées. Hein. Et puis malheureusement, on a ce bombardement terroriste du 22 janvier qui a visé un ancien quartier de Damas et tout particulièrement une zone où il y avait une école. Et donc on a malheureusement parmi les victimes beaucoup d'enfants. Alors je voudrais que vous nous donniez plus de précisions sur ces deux événements. Alors en effet, il y a eu énormément d'attaques. Il y a tous les jours des attaques terroristes. Hein. Elles sont pas moins fréquentes, mais elles sont moins efficaces, je peux dire. D'accord. Il y a eu des attaques acharnées du côté de Deir Zor, par exemple. Oui. Et sur l'est de Deir Zor, il y a eu des attaques acharnées contre la ville de Salamiyeh aussi, sur l'axe de la route qui va de Hama à Alep, du côté à l'ouest de Khanasir. Là aussi, il y a eu des attaques acharnées. Des attaques acharnées aussi dans tous les secteurs de Idlib qui a été recouvert par l'armée. Il y a tous les jours des attaques en fait comme ça et des violations. C'est vrai que le pire en fait quand c'est une attaque contre l'armée contre-attaque et reprend le dessus, reprend du terrain. Et ce sont eux qui perdent. À Harasta, c'était une trêve, en fait, et l'équipe des Markabat était une sorte d'enclave encerclée par les terroristes. Ils ont envoyé une voiture piégée à l'intérieur et ils ont voulu tuer l'ensemble des personnes ou de la garnison qui est à l'intérieur. Ils n'ont pas réussi fort heureusement. Il y a eu une contre-attaque importante qui a donc qui a élargi la zone de contrôle de l'armée syrienne. Ce qui est le pire dans tout ça, c'est que effectivement plus l'armée syrienne avance, mais eux ils se vengent sur les civils. Donc là vous aviez parlé de ces missiles qui sont tirés sur le quartier Bab Touma. C'était aussi donc une journée où ils se vengeaient de l'avancée de l'armée syrienne à Idlib, où à 13h30 de l'après-midi du lundi, à l'heure de sortie des écoles, ils tirent un missile sur Bab Touma, sur Acharour. Ce sont les quartiers les plus peuplés. Puis de toute façon, la sortie des écoles, tout le monde est dans la rue, les parents attendent les enfants à la sortie des écoles, les enfants sortent des cours, les profs et les directeurs d'école sortent aussi. Donc ça a été vraiment un carnage en fait, un missile qui est envoyé à Bab Touma à l'heure de sortie des écoles. Il y a eu des enfants, des parents,
des professeurs, des instituts qui sont morts, tous des civils qui sont tombés. Et c'est vraiment l'horreur la plus dingue du monde. C'était une journée noire. Bien entendu, alors j'aurais bien voulu que les médias et les défenseurs des droits de l'homme et les médias mainstream en parlent, et les pays qui parlent, qui crient au crime quand l'État syrien défend son territoire. J'aurais bien voulu qu'ils parlent des crimes de ces gens-là, mais non, rien. On n'en dit rien. Encore une fois, c'est deux poids, deux mesures, et c'est cette attitude qui devient une attitude criminelle des médias mainstream par rapport aux questions de vie ou de mort des gens. Dernier point, je voudrais quand même dire, et ça c'est pas le moindre, il est important de voir aussi dans ces attaques contre la Syrie, la Turquie non seulement utilise les terroristes, mais la Turquie bombarde aussi de manière directe les territoires syriens, et à Afrin, dans les territoires où le gouvernorat d'Afrin, ils ont détruit un site archéologique, donc ils veulent détruire vraiment la pierre, hein. Un site qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ, ou quelques milliers d'années plus tôt. C'est le site de Ain Dara. Et ils l'ont complètement détruit. Ils ont carrément réduit toutes les pierres sculptées, etc., en cailloux. Et c'est une manière, c'est quoi? Ils se vengent de la civilisation syrienne, ils se vengent de l'histoire de la Syrie, ils se vengent. Ça, c'est pas seulement de la Syrie, c'est l'histoire de l'humanité qui est en train d'être détruite. Et là aussi, il faudrait que l'ONU et tous les peuples et tous les médias mainstream réagissent. Et en fait, là, on voit qu'il n'y a absolument aucune réaction. Mais ce site de Ain Dara était un vrai bijou, en basalte, en pierre basaltique, hein. Tout est sculpté, les dieux de l'époque donc c'est vraiment incroyable comment les médias agissent en deux poids deux mesures. Voilà. Ouais.